mais juste quelques mots. Bon, d'abord, moi je dois dire, je suis essentiellement en profond accord avec tout ce qui a été dit par les trois conférenciers. Il y a bien entendu disons, on peut mettre l'accent un peu plus sur un aspect ou sur l'autre, ça dépend de quoi on veut parler, mais je n'ai pas du tout de différent. Alors, avec Ghislaine Doucet, bon, je tiens à dire que, en tout cas, notre association LADIF, qui s'appelle l'Association de défense des droits internationaux, est totalement, bien sûr, défend totalement à la fois les conventions de Genève et les protocoles additionnels. C'est là-dessus que nous battons. Et donc, Ghislaine Doucet, apparemment, a eu l'impression hier qu'il y avait ici, parmi nous, des attaques parmi nous, pas parmi la salle, j'entends parmi nous tous ici dans la salle, un petit peu des réserves fortes ou des attaques contre le droit humanitaire. Moi, personnellement, hier, je n'ai pas eu cette impression. J'ai eu l'impression plutôt que l'idée était qu'il faut se battre pour qu'il soit respecté, et par tous, et tout d'abord par les États puissants. En tout cas, c'est ce que j'ai dit de mon côté. Et j'ai aussi dit, d'ailleurs, j'ai mentionné dans mon deuxième exposé, le problème des mouvements de résistance. Nous souhaitons aussi, bien entendu, très profondément que les mouvements de résistance le respectent aussi. Et nous avons vu dans certains des exposés, hier en fin d'après-midi, que les représentants de plusieurs mouvements de résistance ont dit leur souci, effectivement, de respecter, et que soit respecté, y compris par le mouvement de résistance, le droit international humanitaire. Donc moi, j'ai eu une impression un petit peu moins... maintenant, il y a une autre impression un petit peu différente, mais on est d'accord totalement sur le fond, c'est-à-dire nous souhaitons tous le respect total du droit international humanitaire. Et pour moi, les conventions et protocoles de Genève, mais aussi les protocoles, sont des choses fondamentales, puisque c'est quand même des protocoles, comme nous dit le protocole 1 en particulier de Genève, comme le dit le CICR lui-même quand il présente ce traité. Le protocole 1 de Genève est vraiment l'avancée fondamentale pour la protection des civils contre les effets des hostilités. C'est ce que dit le CICR lui-même, à juste titre, on est bien d'accord. Donc voilà, donc j'avais une impression un petit peu moins pessimiste à cet égard. Je ne vois, il y a eu les réactions je ne crois pas qu'il y ait eu tellement de réactions de rejet. Enfin, moi je vois plutôt ça comme des réactions de dire au contraire, le problème c'est qu'il n'est pas respecté, et en particulier par les États puissants, et pour qu'il soit respecté par tous, y compris par les mouvements de résistance, à notre sens, il faut d'abord qu'il soit respecté par les États puissants. Alors ça c'était donc sur ce premier point. En ce qui concerne l'exposé de Simon, mon ami Simon Forman, qui est ici, moi disons à propos des pays africains, arabes et africains qui se sont exprimés, moi je n'ai pas d'objection de fond avec ce qu'a dit Simon. Moi je dis que je comprends le point de vue, mais seulement ça et seulement ça. Je comprends le point de vue qui consiste à dire, mais ça ne va pas, il y a une justice où les règles ne sont pas claires parce qu'elles s'appliquent envers les uns, pas envers les autres. Le Conseil de sécurité saisit donc la CPI pour poursuivre les chefs d'État, enfin les dirigeants soudanais, comme ça a été fait. C'est pour poursuivre, pour lancer par un mandat d'arrêt. Le Soudan n'est pas État partie. Donc, ça dit la CPI peut agir parce que le Conseil de sécurité l'a demandé. Alors, ils disent pourquoi il le demande pour le chef du Soudan et pourquoi ce même Conseil de sécurité ne l'a pas demandé pour M. Bush. Bon, ou pour d'autres d'ailleurs, pour d'autres. On pourrait penser à M. Poutine à propos de la Tchétchénie éventuellement, enfin, ça c'était un petit peu antérieur. Mais donc, si vous voulez, ça je comprends, je comprends cet argument, je ne dis pas que je suis d'accord, mais c'est un argument qui à mon sens, c'est ce que j'ai voulu dire, Simon, c'est un argument qui, à mon sens, nous interpelle, nous pose réellement problème. Après aller plus loin que ça et dire tout le monde doit bénéficier de la dignité, etc., là, je suis d'accord avec Simon, c'est autre chose. Je pense que j'ai essayé aussi de dire hier dans mon exposé qu'à propos des articles de la CPI que j'ai mis en cause, j'ai essayé de dire que j'ai dit d'ailleurs dans mon exposé combien la CPI représente énormément d'égards, des avancées importantes, mais qu'à propos de ces crimes des États puissants, là-dessus, alors là j'en viens à une question que je voudrais poser à Simon, c'est la question de la procédure de révision des traités. Et quelle attitude donc, que prennent actuellement il y a plusieurs aspects dans cette procédure de révision. Je reviens aux aspects que j'avais discutés hier.
Il y a d'une part le problème du bombardement causant de la perte civile, où c'est quand même une vérité que le statut de la CPI par rapport au protocole 1 est en agression sensible, en ce sens qu'il introduit de très grandes ambiguïtés qui rendent difficile de caractériser comme crime de guerre ces bombardements causant de la perte civile. Je suis totalement en accord avec tout ce qu'elle a dit. Je ne vais pas de manière vous embêter en posant des questions, mais je pense que vous avez très bien expliqué la difficulté, les différents problèmes qui se posent avec les différents groupes armés, la difficulté que vous avez et le travail magnifique que vous faites à cet égard à Amnesty International. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire. Donc je te redonne la parole. Est-ce que je réponds maintenant ou est-ce qu'on je peux donner quelques éléments sur la conférence de révision, mais on en saura beaucoup plus fin novembre parce que la conférence de révision, elle doit intervenir en début juin 2010. Le statut de Rome prévoyait qu'au bout de 7 ans, les parties se retrouveraient, les États qui l'auraient ratifié se retrouveraient pour faire un peu le bilan et éventuellement réviser le statut. En particulier, était réservée la question du crime d'agression qui n'a pas pu être résolue à Rome en 1998. Donc le statut prévoit que cette conférence qui devait se réunir après 7 ans de fonctionnement de la Cour se pencherait sur le crime d'agression pour essayer d'obtenir un accord. Et je crois que la conférence de Rome avait aussi suggéré qu'on réfléchisse à l'inclusion parmi les crimes internationaux relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, du crime de terrorisme et du trafic de drogue, du trafic international de drogue. Alors, je disais qu'on en saurait sans doute un peu plus après le mois de novembre. Tous les ans, en novembre, se tient la réunion des États parties. Une fois par an, les États qui ont ratifié le statut de Rome se réunissent, essentiellement pour voter le budget, quand il faut pour élire les juges, j'allais dire le greffier, mais non, le greffier est élu par les juges, pour traiter un certain nombre de questions administratives. L'Assemblée n'a pas vocation, ne peut pas se prononcer sur les dossiers eux-mêmes, sur le fond des dossiers qui relèvent de l'examen des juges, évidemment. Et en particulier, l'Assemblée de cette année doit préparer la conférence de révision. Je crois que ce que les États ont prévu, c'est de consacrer une partie de leur réunion du mois de novembre à commencer à discuter de l'ordre du jour de la conférence de révision de juin suivant, c'est l'objectif qu'ils se sont donné, dans la perspective de faire en sorte que la conférence de révision puisse aboutir à un consensus assez facilement. Donc c'est à La Haye en novembre que les vraies discussions publiques vont commencer, même s'il y a des groupes de travail de l'Assemblée des États parties qui travaillent là-dessus depuis plusieurs années, et auxquels les ONG réunies dans la coalition essaient de contribuer. Alors, effectivement, le point principal, ce sera le crime d'agression, certainement. Je crois que c'est le sujet le plus difficile, le plus important. Je suis incapable de vous dire ce qu'il en sortira. En gros, tu l'as dit hier, l'enjeu, je crois, essentiel est de savoir si un certain nombre d'États, dont la France, souhaitent qu'on n'abandonne pas à la Cour pénale internationale la responsabilité de dire si on est en présence d'une agression au sens de la Charte des Nations Unies. Le Conseil de sécurité, dans le chapitre 7 de la Charte, est responsable du maintien de la paix et c'est lui qui se saisit lorsque il y a agression non légitimée par la légitime défense. C'est un organe politique dans lequel les grandes puissances ont le droit de veto, et question est de savoir, les grandes puissances n'ont pas très envie de perdre leur droit de veto au profit d'un organe juridictionnel incontrôlable. Voilà, je pense que ça sera ça qui sera débattu. Sur la définition du crime lui-même, je n'ai pas, j'avoue, suivi le détail du débat, mais je crois que le point essentiel, c'est ce point de procédure. Est-ce que le procureur pourra ouvrir une enquête uniquement lorsque le Conseil de sécurité aura en quelque sorte donné le feu vert en disant oui, ce conflit-là résulte d'une agression, donc procureur, tu peux enquêter et chercher les responsables. La Cour pénale internationale, c'est la responsabilité pénale des individus, c'est pas celle des États. Donc le procureur, son boulot sera de déférer, dans ce schéma-là, à la Cour, les individus qui auront été responsables du crime d'agression. Les individus plutôt, pour aller dans le sens
plutôt dans le sens tu disais, on s'attaque pas assez aux puissants et trop aux exécutants. Là, pour le coup, ce serait je crois qu'ils appellent ça la clause de leadership, enfin, les leaders des pays agresseurs qui seraient passibles de la Cour pénale internationale. Donc, est-ce que le procureur pourra le faire de sa propre initiative ou devra-t-il attendre une espèce de feu vert du Conseil de sécurité ? Un autre aspect de ce débat, c'est qu'est-ce qui se passe pour les États qui aujourd'hui ont ratifié, on en est à 110 qui ont ratifié le statut de Rome, s'ils ne sont pas d'accord avec ce crime d'agression. Tout le droit international est un droit contractuel en quelque sorte. Pour être lié par un traité, il faut l'avoir accepté. Donc est-ce qu'on va permettre aux États de se retirer du statut de Rome s'ils ne sont pas d'accord avec le crime d'agression? Est-ce qu'on va mettre en place un mécanisme où l'acceptation des quelques articles qui traitent du crime d'agression sera optionnelle, on pourra être lié par l'ensemble du statut sauf ces articles-là? Ça fait partie des questions qui seront à trancher par la conférence de révision du mois de juin 2010 à Kampala. Il y a eu un gros débat d'ailleurs pour savoir où elle se tiendrait, et finalement il a été choisi de la réunir en Ouganda, à Kampala, à la demande des États africains qui voulaient marquer l'intérêt qu'ils portaient à la Cour pénale internationale à l'époque. Je crois qu'aujourd'hui ils réclameraient peut-être plus ça. Alors, sur la question des définitions des crimes, le bombardement de civils, la liste des armes qui n'a pas changé depuis 100 ans, etc. Ce à quoi tu fais allusion, c'est une discussion qu'on a eue il y a quelques mois, et je ne pense pas que les choses aient fondamentalement changé, où je disais que, encore une fois, tout traité est le fruit d'un rapport de force. Le miracle qui s'est produit à Rome en 1998 ne se produirait peut-être plus aujourd'hui. Il y a un petit peu une crainte de la part de certaines ONG d'ouvrir la boîte de Pandore si on remet en cause un certain nombre d'acquis. Et donc beaucoup de prudence. Le crime d'agression, c'est inscrit dans le statut, il faut en parler. Il y a d'autres choses qui sont inscrites dans le statut dont il faut parler, j'ai oublié de le dire aussi, ça n'a plus qu'un intérêt presque anecdotique aujourd'hui. L'article 124 du statut, c'est l'article qui disait quand un État ratifie le statut, il peut refuser la compétence de la Cour pendant une durée de 7 ans en matière de crimes de guerre. C'est un article qui a été inséré à la demande de la France, qui a dit à Rome, ça permettra à plein de gens qui hésiteraient à ratifier le statut de le ratifier parce qu'ils n'auront pas peur. Et nous, Français, on participe à tellement d'opérations de maintien de la paix, on est je schématise, c'est pas dit dans ces termes-là, mais on n'est jamais à l'abri d'une bavure, d'un casque bleu français. On n'a pas envie que notre fion se trouve sur les bancs de la Cour pénale internationale. L'article 124 en fait a été utilisé que par la France et la Colombie. La France a retiré finalement sa déclaration de l'article 124 il y a un an. Et il avait été inséré dans le statut à la demande de la France pour une durée transitoire de 7 ans, donc ça va normalement tomber tout seul et la conférence de révision va retirer l'article 124 du statut, je l'espère. Donc, à part un certain nombre de questions comme ça qu'il faut traiter parce que c'est déjà prévu, je ne peux pas parler pour toutes les ONG, puisqu'il y en a 2200 dans la coalition, même dans la coalition française, une quarantaine qui ne sont pas forcément toutes sur les mêmes positions. La DIF fait partie de la coalition et n'est pas sur la même ligne que, par exemple, la FIDH ou Amnesty sur tel point de cet ordre-là. Donc certaines vont vers cette conférence avec précaution, avec encore une fois la crainte d'ouvrir la boîte de Pandore et de voir si on rouvre le débat sur la définition des crimes de guerre. Déjà à Rome, on a l'impression, certains d'entre nous, d'être arrivés au maximum de ce qui pouvait être obtenu. Le rapport de force n'a pas évolué dans le bon sens depuis, il a plutôt évolué dans le mauvais sens. Si on rouvre le débat sur certaines définitions, on pourrait s'en mordre les doigts et se retrouver avec un champ des crimes de guerre qui aurait plutôt rétréci au lieu de s'élargir comme on le souhaiterait. Donc c'est de la basse tactique, c'est pas de la réflexion politique, c'est vraiment de la tactique de bas niveau. Alors, il faut savoir aussi que les ONG sont absolument pas maîtresses de cet ordre du jour. C'est pas parce que il y aurait une unanimité des ONG pour dire reprenons la définition du crime sur les bombardements de civils que ça se ferait. L'ordre du jour est entre les mains des États.
il va se fixer, je l'ai dit à la conférence des États à partir du mois de novembre. Pour porter une demande d'amendement, il faut passer par un des États membres qui fera une proposition à l'Assemblée des États partis en novembre et qui sera, s'il y a suffisamment de consensus, inscrite à la conférence de Kampala du mois de juin. Alors, il y a sur la question des armes une initiative belge. La Belgique a proposé d'ajouter à la fameuse liste, je parle de mémoire, j'ai pas révisé ma fiche avant de venir, les armes chimiques et les armes biologiques. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Et je crois que le Mexique a aussi proposé l'arme nucléaire. Donc ça fait partie des choses qui vont être discutées. Puisque certains États portent l'amendement, il va être discuté dans un premier temps à La Haye au mois de novembre, et peut-être s'il y a suffisamment de consensus, je ne sais pas s'il y aura, le nucléaire est très difficile, peut-être dans un deuxième temps à Kampala en juin 2010. Ben voilà. À propos de la Belgique, j'avais l'impression qu'elle avait été un peu plus loin que les armes chimiques. Je crois, hein, enfin, je ne suis pas tout à fait sûr. Il suffit d'aller sur Internet, sur le site de la Cour pénale internationale, et on a le texte des propositions. On peut regarder ça tout à l'heure pendant la cause. Je propose que nous puissions prendre des questions de la salle, effectivement. Ma question s'adresse plus particulièrement à M. Forman, mais aussi aux autres. Si Obama réussit, je serai largement d'accord avec vous. Entre parenthèses, l'expression gang des voyous, c'est pas du langage Obama, c'est du langage Bush, excusez-moi. Mais il se trouve que, étant donné la domination écrasante de la puissance américaine, il y a des bases militaires dans une centaine de pays, il y a une domination globale des écoutes, il y a l'OTAN, etc., etc. On peut se poser la question de la possibilité d'une justice universelle qui soit vraiment juste. Et donc s'il échoue, on peut penser qu'un cantonnement régional et une sorte de principe de subsidiarité sont un moindre mal. Et alors, à titre un peu pour fixer les idées, vous connaissez sûrement le cas de Florence Hartmann, qui a été condamnée en première instance par le tribunal pénal international pour avoir écrit la vérité sur ce qui s'était passé entre le tribunal pénal international et la Cour internationale de justice. Autrement dit, en une phrase, mais vous le savez sûrement bien mieux que moi, les États-Unis écoutaient toutes les conversations entre Milošević et Mladić et Karadzic. Ils ont trouvé utile que Milošević soit incriminé pour génocide. Donc, ils ont fourni des documents au tribunal pénal international, mais avec la garantie que ça resterait secret. Et alors, quand la Bosnie a demandé à la Cour internationale de justice un avis sur cette affaire pour pouvoir obtenir des compensations, la Cour internationale de justice n'a pas pu utiliser ces documents fournis par les Américains parce qu'il y avait eu une tractation, etc. Et donc Florence Hartmann, qui était porte-parole et qui est journaliste, a simplement écrit la vérité. Donc là, elle est condamnée, enfin en risque fort d'être condamnée, pour avoir dit la vérité. Alors il y a un conflit entre la justice et la vérité qui paraît exemplaire de la façon dont les États puissants peuvent manipuler complètement certaines instances de justice internationale. Alors, sur le gang des voyous, je suis peut-être coupable, c'est pas de l'Obama. J'ai repris à mon compte une formule, pas les Rogue States de Bush non plus. C'est simplement ce constat que faites attention à écouter avec de qui vous reprenez la chanson. Et si vous regardez aujourd'hui qui dans le monde est porteur de ces critiques virulentes contre la Cour pénale internationale, il s'agit ni plus ni moins que des chefs d'État qui ont le plus à craindre de la Cour pénale internationale. Voilà. C'est ceux qui veulent se mettre à l'abri. Bon. Sur votre appréciation, si Obama échoue,
Moi, je suis même prêt à être sceptique et à dire qu'il y a 9 chances sur 10 qu'il échoue. Ça ne changera rien pour moi. Bien sûr, encore une fois, on écrit, quand je dis on, c'est comme si j'y participais, c'est très abusif, mais enfin, c'est une histoire nouvelle qui est en train d'être écrite. J'allais dire, on écrit l'histoire, non. C'est une nouvelle histoire qui est en train d'être écrite, et ça se fait pas en un jour. La justice internationale, elle sera pas universelle du jour au lendemain. Et oui, ça commence par Béchir au lieu de commencer par Bush. Bah, c'est comme ça. Et alors, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça serait mieux si Bush y passait aussi, ou était aussi susceptible d'y passer que Béchir. Mais voilà, travaillons à ce que l'avenir aille dans ce sens-là. Et encore une fois, je suis d'accord avec vous, si Obama y arrive avec Israël, je ne sais pas à quoi d'ailleurs, quand vous dites Obama y arrive à rétablir la paix, ça ne dépend pas de la justice pénale internationale, comme disait je ne sais plus qui hier, la conférence de paix passera par un accord entre les belligérants sur lequel Obama peut avoir de l'influence, et j'espère qu'il en aura. J'y crois pas trop, j'espère qu'Obama ratifiera le statut de Rome, je pense pas, parce que j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas une majorité pour ça au Congrès pour le moment, peut-être qu'à une prochaine occasion, après une prochaine élection, il y aura une majorité au Congrès pour ça. Mais bon, je ne suis pas suspendu à ça, je ne suis pas suspendu à l'idée que, ça y est, la justice universelle, elle doit être là aujourd'hui et maintenant. On essaie de travailler non seulement en faveur d'une universalité dans l'espace, mais aussi, c'est pas français du tout ce que j'allais dire, mais il faut aussi raisonner dans le temps. On ne travaille pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, ça commence par des petits bouts qui sont pas si petits que ça, 110 États, bon. Mais projetons-nous dans quelques décennies, et croisons les doigts, essayons de faire en sorte, à la mesure de nos possibilités, que ça aille dans le bon sens, plutôt que dans le mauvais. Et ma crainte, c'est que ça aille dans le mauvais si, dans des réunions comme celle-ci, on se sépare à la fin de la réunion en disant finalement cette justice pénale internationale de 2 poids 2 mesures, selon que vous serez riche ou puissant, etc., La Fontaine, les jugements de cour vous rendront noir ou blanc. Si c'était ça la conclusion d'une conférence comme celle-ci, eh bien, le gang des voyous, désolé, reprend boirait du petit lait, si tant est qu'ils lisent nos comptes rendus de réunion. Donc, soyons un peu plus, dynamiques et combatifs. Et puis, dernier point sur Florence Hartmann, je crois que moi j'entends tout à fait ce que vous dites et j'ai beaucoup de sympathie pour elle et de tristesse au fait qu'elle a été condamnée, puisque je crois que le TPY lui a collé 7 000 € d'amende ou 7 000 $ d'amende. Elle a fait appel, on verra ce qui est décidé en appel. Elle n'est pas condamnée pour avoir dit la vérité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, et je crois qu'elle-même savait les risques qu'elle prenait. Les quelques dépêches que j'ai lues ou les articles que j'ai lus quand elle a été condamnée disent une journaliste condamnée pour un article, c'est pas ça. C'est une fonctionnaire de la Cour, enfin du tribunal pénal international, puisqu'elle travaillait au bureau du procureur, elle était porte-parole de Carla Del Ponte, donc elle était fonctionnaire de la Cour pénale internationale, tenue par un contrat de travail avec je dis la Cour pénale internationale, vous avez rectifié de vous-même, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, tenue par un devoir de confidentialité, et elle a délibérément violé son devoir de confidentialité en sachant quel risque elle prenait. Donc la condamnation, non pas, c'est pas une instrumentalisation des puissants, là je suis pas complètement d'accord avec vous, c'est l'institution TPY qui se protège lui-même, qui a besoin, l'exigence de vérité, bien sûr, c'est une exigence fondamentale des sociétés démocratiques. Encore une fois, si c'était un journaliste qui avait fait le travail, qui avait, sous couvert d'anonymat, recueilli les confidences de Florence Hartmann et les avait publiées à son compte, le journaliste n'aurait pas été condamné. Et on n'aurait pas su que c'était Florence Hartmann. Elle a assumé, et il faut lui tirer son chapeau pour ça, elle a écrit le livre elle-même, en assumant de violer son devoir de confidentialité. Moi, je ne suis pas complètement surpris que ça se termine par une amende prononcée par l'institution qui a besoin d'être protégée par un minimum de règles de confidentialité en interne. La vérité, c'est pas la même chose que la transparence. On ne peut pas revendiquer une transparence totale, absolue, générale de tout. Je suis pas d'accord avec vous, mais on en parlera après. D'accord. Madame Garrigos, oui, il n'y a pas que les États-Unis qui bloquent aujourd'hui la justice pénale internationale, et il ne suffit pas que les États-Unis ratifient le traité de Rome pour que ça y est, tout soit réglé. Il ne faut pas négliger aujourd'hui le rôle de la Chine,
qui est de plus en plus important, notamment en Afrique, le rôle de la Russie, le rôle de l'Inde, du Brésil, etc. Donc, c'est là, et je reviendrai sur ce que disait Simon tout à l'heure, la Cour pénale internationale, c'est aussi un outil pour les États les plus faibles. Il a expliqué comment on pouvait venir présenter des amendements, etc. Donc, c'est aussi aux États les plus faibles de se mobiliser, de ratifier le statut et de porter, la Cour pénale internationale. On ne peut pas dire, oui, c'est les puissants qui nous gèrent, c'est eux qui décident, c'est eux qui sont des États, tout ce qu'on voudra, mais et d'un autre côté, les laisser faire. Donc voilà, je pense qu'il faut bien rétablir, et il y a des responsabilités partagées que tout le monde doit assumer. Juste pour dire que je vais tout à fait dans le sens de ce qui a été dit et qu'il ne faut certainement pas se séparer avec des opinions qui seraient très pessimistes quant à, d'une part, cette justice pénale internationale émergente, et d'autre part, quant à ce droit international humanitaire qui, les deux n'étant qu'à mettre dans le même panier et au service d'États prétendument puissants. Et je pense qu'effectivement, il appartient à la fois aux plus faibles, entre guillemets, de se servir de cet outil immense qui est à disposition. Alors, juste aussi, je voulais dire que la Cour pénale internationale est compétente. Ça marche pas. Juste pour dire que cette Cour pénale internationale est compétente effectivement pour connaître des actes, des infractions graves au droit international humanitaire, des crimes de guerre, et dans la suite de ce que Geneviève a dit, cette Cour est également compétente pour connaître également des infractions au droit international des droits de l'homme, donc des infractions commises en temps de paix. Et il faut se saisir absolument de ces outils formidables que sont le droit international humanitaire et que sont l'organisation de la sanction via la Cour pénale internationale, et que c'est pas juste l'apanage des moins faibles de s'en servir, mais j'allais dire plus loin encore, et ça nous remettra avec Simon quelque part cette année en arrière. Je crois qu'il appartient à chaque citoyen d'assurer sa responsabilité face à de tels choix très importants pour l'humanité en général. Et il est de la responsabilité de chacun que de travailler chaque jour par tous les moyens, y compris juridiquement ou judiciairement, à convaincre son propre État de respecter, ou de mieux respecter en tous les cas, les engagements qu'il prend au niveau international. Merci. L'information n'a pas été fournie par les Américains, mais par les Serbes, par l'État serbe. Il ne s'agissait pas de conversation téléphonique, mais d'un document officiel prouvant que la guerre en Bosnie était commanditée par les Serbes, et ça a été utilisé pour prouver, pour condamner Milosevic, en fait, pour prouver qu'il était responsable du génocide commis en Bosnie. L'information a été fournie sous condition qu'elle serait maintenue secrète, parce que justement la Bosnie était en train d'accuser la Serbie devant une autre cour, la cour internationale, une cour de justice, voilà, une accusation pour génocide, et que la Serbie, c'était pas dans son intérêt que cette information soit divulguée, parce qu'il aurait été tenu responsable pour payer des réparations envers la Bosnie. Donc, la première chose, et deuxième chose, c'est que cette information était quand même dans le domaine public au moment que Florence Hickman a écrit dans son livre. Alors, le tribunal de TPY a maintenu que, puisque le fait que l'information était déjà publique n'importait pas, parce que Florence Hartmann a quand même violé la direction du tribunal pour lequel elle travaillait. Mais c'était quand même une condition assez absurde. Dans un premier temps, elle a été menacée d'une peine de prison. Finalement, ça a été réduit à 7 000 euros d'amende.
Mais on peut, enfin, ça c'est un peu plus nuancé pour voir la condition d'absurdité qui, à l'avis de certains, moi inclus, tend à discréditer le TPI grec. Voilà. D'abord, je veux préciser une chose. Critiquer l'application du droit humanitaire n'est pas critiquer le droit humanitaire, c'est au contraire le défendre. Il n'y a pas pire chose que la situation actuelle où, justement, dans les opinions publiques, on critique le droit humanitaire et on n'y croit pas. Ça, c'est la question la plus grave qui se pose à nous. C'est justement de réhabiliter le droit humanitaire, justement par moins d'inéquité et des traitements des différents cas qui se posent des crimes de guerre de manière plus équitable. Effectivement, le rapport de force est une chose déterminante. Si les protocoles de 77 sont plus avancés que quand ils sont plus avancés que la Cour pénale internationale qui était dans les 90, effectivement, il y a un autre rapport de force. Il faut créer des rapports de force. Et c'est pas par aujourd'hui parce qu'il est négatif qu'il ne faut pas lutter pour effectivement inverser le rapport de force. Et ça oblige à poser différents problèmes. Madame Garrigos a parfaitement énuméré la complexité des problèmes avec les groupes armés aujourd'hui. Eh bien, dans le droit humanitaire, cette complexité ne peut pas être ignorée. Il faut l'approcher, il faut y travailler, il faut faire des efforts pour comprendre les situations et la complexité des situations qui se créent, et les conflits et les guerres et les interventions armées de part et d'autre. Et le droit humanitaire progresse. Il progresse à l'intérieur des conventions de Genève, il peut progresser par des résolutions des Nations Unies. On a vu que pendant les années 60-70, il y a eu des conventions des Nations Unies extrêmement favorables, justement, au mouvement de libération, qui n'avait aucun droit avant dans les règles de guerre, et qui se sont vus reconnaître ce droit comme des conflits internationaux réguliers ou internes réguliers. Donc il y a des conquêtes à faire, ce sont des conquêtes. C'est pas une critique du droit, c'est défendre le droit. Alors, je voudrais terminer par deux petites questions. La première, oui, je suis d'accord avec Forman sur la question de l'OUA. Mais, en 10 ans, la Cour pénale internationale a inculpé 5 personnes. 5 criminels de guerre, mais 5 Africains. C'est pour les dirigeants africains voyous, je reprendrai le terme, un boulevard pour dénoncer, pour dire nous sommes des victimes, nous Africains, parce que nous sommes le continent le plus faible dans le monde. Et on est des victimes. Donc on peut nous accueillir. Et ils ont un boulevard dans leurs opinions publiques et devant les citoyens africains qui disent effectivement, cette Cour pénale ne juge que des Africains. C'est un boulevard pour les dirigeants voyous. Et deuxièmement, alors là c'est une question plus raisonnable, la question a été posée hier je voudrais la poser à Mme Doucet, la question a été posée hier dans l'intervention de Francesco Caraballo. Le gouvernement colombien a fait une intervention militaire en usant ouvertement et en avouant l'avoir fait des insignes de la Croix-Rouge. Je sais que le CICR, et je connais la complexité des problèmes, y compris les problèmes diplomatiques pour le CICR, a protesté. Mais je voudrais savoir si, au-delà de la protestation, parce qu'il s'agit d'une violation flagrante du droit humanitaire, si le CICR a fait une intervention plus forte. Merci. Je ne peux pas être complètement en désaccord avec Denis Anderson. 5 personnes en 10 ans, je crois que c'est un peu plus que ça. Non, c'est un peu plus en fait. C'est un peu plus. Il y a 4 situations, et à l'intérieur des 4 situations, il y a un certain nombre d'affaires. Je crois que au total, ça va faire je crois que c'est 12 ou 13 personnes contre lesquelles un mandat d'arrêt international a été lancé. Alors évidemment, toutes ne sont pas encore détenues, mais bon, peu importe, c'était pas ça le fond de ta question, c'était on ouvre un boulevard à l'opinion africaine. Bon, moi je crois qu'il ne faut pas parler de l'opinion africaine comme un bloc monolithique. Face aux prises de position de l'OUA, il y a eu des prises de position contraires d'intellectuels africains dans la presse, etc. C'est pas un bloc monolithique. Et puis, comme le disait Geneviève tout à l'heure,
je suis désolé, mais c'est pour les Africains que la Cour pénale internationale travaille là-dessus. C'est pas les intérêts des Américains qu'en Ituri, les chefs de guerre soient arrêtés et mis hors d'état de nuire. C'est l'intérêt des populations locales. On parle quand même de ces conflits en Ouganda, en République centrafricaine, en Ituri. Le Darfour, c'est un peu différent parce que le Darfour a été très médiatisé, mais les trois autres situations, c'est des situations qui sont complètement dans le champ aveugle de l'opinion internationale. Et moi, je ne peux pas oublier que c'est des centaines de milliers de victimes, l'Ituri, et que c'est d'abord pour les victimes de ces pays-là que la Cour agit. Donc dire que la Cour, d'accord, si vous voulez, elle ouvre un boulevard à un débat un peu démagogique, si c'est une conséquence, moi personnellement, le prix ne me paraît pas trop lourd payé. Et ma réponse à ça, c'est la même que tout à l'heure, pardon de me répéter, c'est à nous de faire que ça s'élargisse. Juste un exemple, et puis je m'arrête, parce que j'ai trop parlé. Le Liban. Qu'est-ce qui empêchait le Liban, en 2006, de dire « je reconnais la compétence de la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre qu'Israël a commis au sud du Liban ». Rien. Le Liban ne l'a pas fait. Le Liban, alors on se plaint, on dit « on fait un tribunal international pour Hariri, on fait rien pour les victimes ». Voilà un exemple d'instrument à la portée des États, entre guillemets, faibles. Le Liban peut, comme l'a fait l'autorité palestinienne 2 ou 3 ans plus tard, décider, je reconnais la compétence de la Cour pour les crimes commis par Israël au sud du Liban. Et bien voilà, le procureur sera bien obligé de prendre position sur le sud du Liban. Et puis, encore une fois, 5 personnes en 10 ans, même si c'est 13 personnes en 10 ans, c'est peu, mais c'est pas si mal, et 10 ans, c'est vraiment très très court à l'échelle de ceux dont on parle. Je partage tout à fait le commentaire qui a été fait par Gérard Toulouse sur la notion de gang de voyous. J'ajouterais simplement une chose, c'est que ces notions telles que État voyou ou gang de voyous n'ont aucun fondement en droit international. Donc je crois qu'il faudrait peut-être éviter de les utiliser. Sur le fond, sur la Cour pénale internationale, j'aimerais insister sur un point. D'accord, vous avez parlé de la volonté politique des États, mais je pense que la volonté politique des États est un et non le seul obstacle à l'efficacité de la Cour. Je pense qu'un des grands problèmes de l'efficacité de la Cour se situe dans son statut même, qui est truffé de mines, qui l'empêche d'agir. Vous avez mentionné l'article 16 avec les ingérences du Conseil de sécurité, on a parlé de l'article 124, l'article 5 qui est incomplet sur la définition de l'agression. D'autre part, l'indépendance du procureur sur lequel beaucoup d'ONG, dont la vôtre certainement, enfin la coalition des ONG s'était battue, apparaît tout à fait fictif. Le procureur a une marge de manœuvre extrêmement limitée, dépend des États, et surtout, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que les enquêtes qui sont diligentées par la Cour sont tributaires des informations que les États veulent bien lui fournir. Or, les États qui détiennent ces informations sont les États les plus puissants, et donc il y a menace d'instrumentalisation de la Cour par les grandes puissances, on a parlé de l'affaire Iran notamment tout à l'heure, qui détiennent les informations. Et bien sûr, ce qui est d'autant plus gênant, c'est que ces mêmes États peuvent, en fonction des affaires, fournir ou pas l'information dont la Cour a besoin. Donc voilà l'indépendance de la Cour, elle est instrumentalisée sur ce plan-là, et une enquête peut réussir ou échouer du fait même de cette instrumentalisation des moyens de la Cour. Il y a bien sûr, là c'est dit, des États que je qualifierais d'injusticiables, pour des raisons diverses, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Et enfin, la Cour, je pense, gagnerait beaucoup plus dans son image auprès de l'opinion publique à poursuivre à des cas, des exemples symboliques, plutôt qu'à les poursuivre d'obscurs chefs de guerre africains. Et je pense que là, il y a beaucoup de chemin à faire. Je vous remercie. Bonjour, oui, je voudrais compléter les questions posées précédemment pour savoir quelles sont les possibilités de saisine de la Cour internationale de justice dans un contexte où il n'y a pas d'autorité étatique reconnue, où l'État n'a pas ratifié le protocole. Et je pense notamment
à l'Afghanistan actuellement, qui est mon domaine de compétences, mais où il y a eu toute une série de massacres qui ne trouvent pas d'environnement, de contexte judiciaire dans lesquels ils puissent être traités. Est-ce que, à l'avenir, des individus pourront saisir la Cour internationale sur des contextes sur lesquels aucune structure étatique n'est compétente? Je pense que vous vouliez parler de la CPI et non de la Cour internationale. La Cour pénale internationale. Le CPI, d'accord. Pour l'Afghanistan, le procureur de la CPI, Cour pénale internationale, c'est pas la CIJ, mais de la CPI, peut agir de sa propre initiative, s'il le souhaite, il peut agir pour l'Afghanistan, parce que l'Afghanistan est État partie à la CPI. Donc il peut agir de sa propre initiative. Depuis plusieurs années, quand les organisations humanitaires diverses et variées lui posent la question, il répond « j'étudie le dossier ». Et cette année, il répond « j'étudie les crimes des talibans ». Bon, c'est ce qu'il a répondu il y a 2 mois. Simon, tu peux peut-être réagir là-dessus, à propos de l'Afghanistan? Je n'ai pas plus d'informations que toi. Effectivement, j'étais présent à la conférence où tu as posé la question à M. Moreno Ocampo, où il a répondu que ses équipes étaient en train de constituer le dossier afghan. Il a donné l'exemple des talibans. Je ne sais pas s'il faut considérer que parce qu'il n'a pas parlé des autres, ça veut dire qu'il ne fait rien sur les autres, je n'en sais rien, il n'y a pas d'informations là-dessus, mais c'est exact qu'il a mis en avant les crimes des talibans pour illustrer ce qu'il fait en Afghanistan. Peut-être aborder tout de suite la question de la CPI tributaire des États puissants dans ces enquêtes. C'est une question intéressante. Est-ce que c'est la seule source d'information? Oui, la question de monsieur, qui rejoint en fait finalement le rôle du procureur, est-il entre les mains des États puissants, etc. Statutairement, il fait ce qu'il veut, le procureur. Il a dit, hein, quand il a pris ses fonctions, il a choisi de commencer, il fallait partir de zéro, de commencer par des dossiers dans lesquels il avait la coopération des États sur le territoire desquels les crimes étaient commis. Et c'était des dossiers, c'est peut-être quelque chose qu'il faut répéter, on ne l'a pas encore fait ce matin, les dossiers africains dont on parle, pourquoi c'est que l'Afrique? C'est parce que ce sont des États africains qui ont demandé au procureur de s'occuper de République centrafricaine, République démocratique du Congo, Ituri, Ouganda. Donc il a commencé son mandat en disant je n'ai pas de moyens. J'adhère complètement à ce que vous avez dit sur le fait qu'il y a énormément de limites de la Cour pénale internationale qui résultent du statut lui-même. La CPI n'a pas de police pour exécuter ses décisions. Elle est vraiment à la tributaire de la coopération des États pour exécuter ses décisions, en termes d'enquête, en termes d'exécution des décisions, interpeller quelqu'un contre qui est décerné un mandat d'arrêt, lui trouver une cellule dans une prison quand il sera condamné à la prison. Pour le moment, ils sont tous aux Pays-Bas. Il y a un moment où les Pays-Bas vont dire bon, mais un peu aux autres de prendre un peu leur charge, pardon. Et puis il n'y a pas encore de condamné. Donc les limites, elles sont effectivement, pour beaucoup d'entre elles, à l'intérieur même du statut. Et pour cette raison-là, le procureur a dit, moi qui n'ai pas de moyens, je vais commencer par des situations dont je suis saisi par les gouvernements eux-mêmes. Quand c'est la RDC qui me demande d'aller enquêter en Ituri, au moins je sais qu'on me laissera entrer dans le pays. On me laissera entrer dans le pays. On me donnera un peu des facilités pour enquêter. Maintenant, à lui, et c'est là que c'est à lui de l'indépendance, c'est souvent une question qu'on a en soi plus qu'une question de statut. Il n'y a pas plus indépendant qu'un juge de la Cour suprême des États-Unis, pourtant il n'y a pas plus politiquement nommé qu'un juge de la Cour suprême des États-Unis, puisqu'il doit avoir l'aval du président et du Congrès. Donc l'indépendance, elle est ce que les gens en font, et c'est à Moreno Ocampo ou à ses successeurs de la fabriquer dans les faits et de montrer qu'ils ne vont pas se limiter aux informations que leur donnent les États. Là, j'ai un tout petit bémol avec ce qui a été dit. Ils ne sont pas pieds et poings liés aux informations que les États veulent bien leur lâcher. Ils ont des enquêteurs. Moreno Ocampo n'a pas de police, mais il a des enquêteurs qu'il envoie sur le terrain, qui vont faire des interviews, qui vont investiguer. Alors ils sont peut-être pas assez nombreux, il y a peut-être encore des problèmes de formation, d'amélioration des techniques d'enquête. Ils ont aussi les ONG, les plaignants.
toutes les victimes qui ont des témoignages à apporter spontanément sans attendre qu'on vienne les chercher, elles le font, elles s'expriment. Pas toujours, c'est pas toujours facile, mais notamment, je disais, toutes les victimes qui peuvent apporter un témoignage peuvent le faire, souvent par le truchement des ONG qui facilitent le passage entre une victime en Ituri et un procureur qui est à La Haye. Mais il y a d'autres sources d'informations pour le procureur que les seules informations des gouvernements. Simon, Madame Garrigos souhaiterait intervenir sur le témoignage des ONG. Très rapidement, effectivement, quand je expliquais tout à l'heure les difficultés qu'on a pour faire de la recherche, ce n'est pas uniquement pour faire des dénonciations et avoir un impact sur les sympathisants, sur les personnes susceptibles d'être recrutées ou sur les personnes qui financent, mais c'est aussi, ça constitue des archives qui ensuite, et au niveau d'Amnesty, nous sommes très souvent sollicités pour des cas, ça peut être en Afrique ou ailleurs, qui ont eu lieu il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans, on a des archives dans ce sens. Mais je voudrais juste rajouter que c'est pas la Cour pénale internationale qui va faire appliquer le droit humanitaire. Quand on parle de la Cour pénale internationale, c'est qu'on a déjà commis les violations du droit humanitaire international. Et donc, un des aspects fondamentaux, certes, c'est la Cour, mais c'est aussi tous les systèmes de prévention qu'on met en avant et les actions qu'on va mener pour qu'ils soient respectés. Et je pense que c'est important parce qu'on ne peut pas travailler que sur des victimes. Il faudrait essayer de les éviter.